Nous sommes au début d'un nouveau cycle sur les actions. Celui qui soutient cette thèse est notre invité. Cédric Chabou, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes président de SPGP. Alors, est-ce que ce pronostic qui est le vôtre, Cédric, ne repose pas avant toute chose sur la conviction que les marchés boursiers ne peuvent que monter puisque les banques centrales ont décidé de leur apporter un soutien indéfectible. La BCE elle-même vient de passer la surmultiplier. C'est vrai que le soutien de Draghi récemment sur le marché global européen et notamment sur le marché obligataire va être relativement favorable pour une nouvelle ère dans laquelle nous allons rentrer en Europe, comme les États-Unis sont rentrés à partir de 2010, lorsque la Fed était intervenue de façon non conventionnelle et avait abreuvé de liquidités l'ensemble du système monétaire américain. Et donc on se retrouve dans cette phase en Europe aujourd'hui. Donc l'idée c'est qu'il ne faut pas aller à l'encontre de la volonté d'une banque centrale. Ça se résume à ça. Aujourd'hui, surtout avec Draghi en place, c'est vraiment quelqu'un qui est très, je dirais, à l'écoute des marchés, qui est quelqu'un de relativement technique et qui a sorti un arsenal multiple et varié et qui va être relativement favorable pour le marché global, qu'il soit obligataire ou action dans les mois et années qui viennent. Alors, bon, on comprend bien l'idée, mais tout de même, certains soulignent quelques petits points qui pourraient contrarier cette ascension des marchés actions. Tout d'abord, la cherté du marché. Est-ce que le marché aujourd'hui n'est pas à un prix correct, voire un peu trop élevé pour qu'on y aille, disons, sereinement ? Alors c'est un bon point. Souvent, quand on parle de cherté du marché, tout le monde prend les indices, le CAC 40, l'Eurostoxx 50, et compare le multiple moyen par rapport à un multiple historique. Alors moi, je vois trois erreurs majeures, il faut faire très attention. Comparer à l'historique, c'est comparer aussi deux époques différentes, par essence. Et donc, si vous comparez 2007 par rapport à aujourd'hui, vous voyez simplement que les taux de financement n'avaient rien à voir. Que le high yield était aux alentours de 12-15% en moyenne, que l'obligataire souverain ramenait du 5%, et que donc les entreprises ne se finançaient pas extrêmement facilement, notamment sur le nœud moyen des petites et moyennes entreprises. Or, aujourd'hui, elles se financent à bas coût. Extrêmement bas coût, historiquement bas, et encore pour longtemps. Et donc ça, c'est relativement favorable pour la valorisation de ces entreprises qui retrouvent une force et je dirais qui permettent de passer des étapes qui sont un peu difficiles de temps en temps dans la cyclicité d'une entreprise et non plus cette épée de Damoclès du refinancement. Ça veut dire qu'on peut accepter que les multiples de valorisation des entreprises cotées soient plus élevés que la moyenne historique? Oui, tout à fait. Selon vous? Je pense qu'on peut revoir des multiples de valorisation qui peuvent être beaucoup plus élevés. Il y a de quel ordre? Alors, écoutez, en fait, c'est une bonne question parce que c'était notamment le deuxième point que je voulais aborder. C'est qu'en fait, on fait souvent un multiple moyen. Mais en fait, vous voyez que dans un indice, il y a du défensif, de la pharma, des sociétés qui versent beaucoup de dividendes, et puis des sociétés beaucoup plus cycliques, beaucoup plus agressives, des bancaires et des choses comme ça. Et donc, vous avez des multiples qui sont de part et d'autre très différents. Et donc, le multiple moyen ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, qu'est-ce qui est cher dans le marché, typiquement actions? Ce sont plutôt les actions à fort rendement. En fait, elles ne sont que le synonyme d'être le pendant d'un marché obligataire qui n'a plus trop de rémunération. Et donc, quand les gens veulent un peu de dividendes et de sociétés qui en versent et un bon rendement, elles vont sur un Total, elles vont sur de la pharma, sur du Roche, choses comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont relativement chères de point de vue historique, mais c'est simplement le synonyme de la recherche de rendement du côté action. D'ailleurs, je crois que le rendement offert par Total aujourd'hui sur le dividende, c'est du 5%, alors que sur l'obligataire, c'est dérisoire, hein, c'est du 0,7%. Exactement. Ça, c'est un très bon exemple parce que ça montre que un Total dont on juge le risque globalement comme entreprise, les obligataires le jugent à une rémunération de 0,7% et le marché action le juge à une rémunération de 5%. Donc vous voyez l'écart qu'il y a qui est colossal, qui est plus de 6 ou 7 fois. Je vais dire, c'est quelque chose qui montre à quel point l'un des deux marchés se trompe. Alors, est-ce que ça ne serait pas le marché action? Parce qu'on a une volatilité aujourd'hui sur le marché action qui est complètement écrasée. Il n'y a plus de volatilité. Or, d'aucuns soulignent encore une fois que généralement, quand ça se produit, c'est le signe annonciateur d'une débâcle boursière. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'on rentre dans une nouvelle normalité. Et donc, je reprends les mots de PIMCO, j'aimerais faire ce parallèle qu'il fait lui sur l'obligataire et le ramener aux actions. La nouvelle normalité obligataire, c'est qu'on arrive à des coupons zéro.
et que le rendement n'existe quasiment plus et la rémunération du risque de moins en moins dans l'obligataire. Et in fine, vous avez vu que les risques de refinancement, on en a déjà parlé, sont relativement faibles et que donc le risque de défaut, le risque de perturbation du coût boursière relativement forte est très amoindri, et ce pour longtemps, en tout cas dans les années qui viennent, tant que la BCE interviendra. Dès lors, si vous projetez sur le marché action, eh bien en fait, le peu de probabilité de défaut et les problèmes qui sont lissés amènent une volatilité du coup qui est beaucoup plus faible et une résilience des actions par rapport aux événements soit macroéconomiques, externes ou géopolitiques, on l'a vu avec l'Ukraine, soit intrinsèques aux entreprises, qui est de plus en plus faible. Mais on rentre dans une nouvelle normalité de volatilité et pour moi, cette volatilité peut encore descendre beaucoup plus bas et on peut s'installer à un régime de volatilité relativement faible d'un point de vue historique, mais parce qu'on a des taux relativement faibles. Et si vous ramenez les modes de financement, les injections de liquidités par rapport à ce qu'il y avait en 2006 et 2007 et que voilà, vous réinflatez un petit peu tous les multiples, et bien finalement, on a encore beaucoup d'espace. Alors Cédric, moi je vous écoute, je veux bien croire à la nouvelle normalité, à l'avènement d'un nouveau cycle boursier, mais on a aujourd'hui une intensification des fusions-acquisitions. On sait que lorsque les fusions-acquisitions deviennent intense, généralement, ça couronne la fin du cycle boursier. Donc, comment peut-on croire qu'on entre dans une nouvelle ère pour les actions? Écoutez, on parle de nouveaux records de fusion-acquisition aux États-Unis et en Europe. En fait, on compare ça aux années précédentes. Typiquement, depuis 2007, les volumes ont été tellement anémiques que l'effet de base est tellement fin que oui, on peut toujours croire à des records par rapport aux années passées. Mais si on met ça un peu en perspective historiquement, on est encore dans des volumes faibles. Il y a énormément de fusions-acquisitions qui attendent dans le réseau et on n'est qu'à l'ouverture et à un retour à la normale de ces cycles de fusion-acquisition. Alors, si les fusions-acquisitions ne marquent pas la fin du cycle boursier, quelle pourrait être sa longévité selon vous? On peut prendre deux références. Une historique qui est de dire les fusions-acquisitions en fin 2003, début 2004 avaient repris et ce cycle a duré quasiment 3 ans et demi, 4 ans, parce que finalement on est allé jusqu'à fin 2007 avec un gros cycle qui est allé en accélération. Donc on pourrait prédire 3 années. Moi je pense que ça a quand même assez peu de sens. On peut se référer aussi à la BCE. Vous voyez que le programme arrive pour plusieurs trimestres, va injecter des liquidités, il y a des mesures non conventionnelles. Draghi n'a pas encore sorti ses achats d'actifs, donc il lui en reste un petit peu sous le pied. Et donc si on compare ça par rapport à 2010 aux États-Unis, vous voyez, on est sur 3-4 ans encore de cycle. Et donc, je pense qu'il peut avoir une grande phase encore de reflation des actions et de performance et d'un retour un petit peu à la croissance en Europe sur les années qui viennent. Donc, on est plutôt sur une phase de 2 à 3 ans. Ce sont plutôt les actions européennes qu'il faut privilégier dans les portefeuilles? Je pense que les actions européennes offrent à ce jour un bon risque-rendement. Il faut différencier encore dans les secteurs et je dirais ce qu'il faut privilégier. Tout ce qui est défensif a fait des très belles performances jusqu'à présent et depuis le début de l'année. Et donc j'en sortirais pour une allocation tactique beaucoup plus dans du cyclique, bancaire, qui va permettre de se réagripper à, je dirais, les mesures conventionnelles qui vont pouvoir quelque part agir positivement sur ces secteurs dans les mois et années qui viennent. Cédric, merci. Je vous remercie.